Nous allons donc faire le point de la situation depuis, disons, d'une semaine après la composition donc du nouveau gouvernement. Il y a eu d'abord la nomination, en plus le vote de M. Patrick Haché comme nouveau président donc de l'Assemblée nationale. Nous en avons parlé avec le docteur Bogasako la semaine dernière. Il y a eu donc la composition donc du nouveau gouvernement. Bon, disons, un gouvernement un tout petit peu remanié. On cherche à faire donc du nouveau avec du vieux. Alors, dans ces conditions, on aura d'ici donc quelques petites minutes notre invité donc exceptionnel, docteur Boga Sako Jardin. Avec lui, comme d'habitude, enseignant, chercheur, militant donc des droits de l'homme. Avec lui, fait donc le point de la situation, ce qu'il pense un peu hein, de l'évolution donc des choses dans son pays. Je pense qu'il doit être en ligne d'ici quelques petites secondes. Nous allons tenter donc de l'avoir. Alors, je ne sais pas si là où il est, il nous entend parfaitement. Docteur Bouga, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour, cher ami Jacques Roger. Je suis bien là, je vous entends parfaitement. Voilà, merci beaucoup, docteur Bouga Sako. Ah, vous êtes très bien habillé, hein, docteur Bouga, comme d'habitude d'ailleurs. Oh, merci beaucoup. Mais je suis aux États-Unis, j'essaie de faire comme vous. Est-ce que vous êtes déjà prêt pour cette vague de neige que nous allons certainement vivre à partir donc d'aujourd'hui hein, jusqu'à lundi? Vous êtes un peu prêt? Ben oui, écoute, on essaie de faire avec et puis s'adapter. Je suis tout à fait fasciné chaque fois que je vois ce genre de choses parce que ça montre la modernité de ces pays développés là où on prévient le citoyen, on se préoccupe de son quotidien, on prend soin de lui. Il ne faut pas qu'il sorte parce qu'il y a danger. S'il y a danger, voilà comment. C'est ça un État. Et Ouais. on se sent en sécurité. Mhm. Mais n'empêche qu'on est toujours bien que, on est toujours bien que chez soi. Hein. Qu'est-ce Oui, qui bien sûr, pour ça, vous manque réellement? c'est pour ça, c'est pour ça qu'il faut rêver que je soit comme tous les pays modernes et Mhm. qu'il n'y ait pas des uns qui s'accaparent les richesses et puis le peuple qui fait le pouvoir, le peuple qui est détenteur des richesses, soit appauvri, Mhm. ignoré et que les gens se partagent les gâteaux en inventant des postes. Tout ça pour dilapider les richesses du pays. C'est dommage, quoi. Mhm, mhm. Merci beaucoup, docteur Bouga Sako Gervais. Alors, nous allons démarrer très rapidement. Donc, on parlera donc du nouveau gouvernement, le pouvoir verrouillé et une opposition, on peut le dire, cher ami, un peu sous tension. Tout à l'heure, avec le docteur Bouga Sako Gervais, cher ami, nous allons donc étudier un peu tout ça, analyser un peu tout ça, j'allais dire. Alors, parlons réellement donc du conseil donc, de notre émission. C'est votre serviteur Jacques Roger. Je dirais donc bonjour à tous et bonjour à tous ceux que nous suivent dans les quatre coins du monde. Bienvenue donc sur Afrique 2050 Radio. Notre émission, le Labo Côte d'Ivoire, actualité politique ivoirienne, aujourd'hui est marquée par donc un nouveau gouvernement, des confirmations, disons, attendues, des nominations très politiques aussi, et en parallèle donc des tensions visibles au sein de l'opposition, notamment au niveau donc du PDCI-LDA. Pour analyser donc tout ça, ladies and gentlemen, avec hauteur, rigueur et surtout liberté donc de ton, notre invité de ce jour, Dr Bogasakou Gervais, enseignant, chercheur, juriste, militant des droits humains. Docteur Bogasakou, mais comme je le disais tout à l'heure, merci d'être avec nous. Nous allons donc démarrer très rapidement avec le premier segment, c'est donc le nouveau gouvernement, la lecture générale que le docteur Bogasakou en fait. Alors la toute première question, docteur Boga, au-delà donc des noms, comment lisez-vous donc la formation de ce nouveau gouvernement? Est-ce selon vous un gouvernement donc de transition, une continuité ou un verrouillage du pouvoir? C'est un gouvernement de braquage électoral. Tout simplement. Je répondrai comme cela parce que si, dans notre logique, le quatrième mandat n'est pas constitutionnel, il n'est pas légal, il nous est imposé par la force des choses et que nous le subissons, le gouvernement qu'ils mettent en place n'est qu'un gouvernement fantoche, un gouvernement de braqueurs.
Vous voyez que je pense qu'ont été récompensées toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour que ce gouvernement-là advienne, pour que ce régime-là advienne, ce quatrième pouvoir-là advienne. Et donc, pour nous, on aurait pu dire que c'est un des pires phénomènes et qu'on n'est pas surpris parce que c'est comme si les braqueurs se partagent le butin. Vous vous rappelez, hein? L'image est tout à fait réelle. Lorsque le gang finit le braquage, il se retrouve quelque part pour partager le butin. Donc là, nous assistons au partage du butin. Ont été récompensés certainement ceux qui ont été plus braves, ceux qui ont été plus courageux, plus zélés, et puis, bon, ben, ont été remerciés ceux qui ont été plus ou moins amorphes et qui n'ont pas peut-être joué trop le jeu. Mais aussi ont été sanctionnés ceux qui avaient la grande gueule, vous suivez mon regard, qui vociféraient partout. Et donc, quelque part aussi, le pouvoir s'est dit, ben, écoutez, trop de fanfaronnades nous exaspèrent. Donc, merci, messieurs. Donc, globalement, je suis obligé de me conformer à la règle et de soumettre à l'exercice. Mais pour nous, dans notre logique, il n'y a pas d'événement nouveau. Ce sont des braqueurs qui ont braqué notre République, qui ont braqué une élection et qui se partagent le butin. Donc nous assistons au partage du butin. Alors, selon vous, quelle devrait être donc l'attitude donc, de l'opposition qui n'a pas pu compétir, qui a décidé de participer, certains ont décidé de participer aux élections législatives et nous connaissons donc le résultat. Qu'est-ce que l'opposition doit faire? Est-ce que nous sommes dans une situation de fait ou, selon vous, l'opposition, malgré tout ce qui se passe, doit composer avec ce gouvernement ou bien afficher autre, si vous voulez, autre chose. De mon point de vue, il y a deux attitudes à avoir. Mhm. Il y a une attitude de principe, de conviction, et puis il y a une attitude de fait qui va ensemble avec l'attitude d'homme politique. Qu'est-ce que j'appelle une attitude de principe? C'est que lorsque on a des convictions et qu'on adopte une posture, il ne faut pas que les hommes politiques de notre pays, notamment de l'opposition, donnent l'impression qu'ils adoptent des postures selon les circonstances. Si vous considérez que c'est un quatrième mandat qui est anticonstitutionnel, soyez constant, soyez logique jusqu'au bout. Cela ne vous empêche pas, et c'est la deuxième posture, de vous rendre compte de l'évidence et donc que vous, même si nous étions sous Guy Robert, mais l'administration continuait de fonctionner, bien qu'il était putschiste. On a déjà connu ça en Côte d'Ivoire. On a été dirigé par un putschiste qui n'avait pas été élu, mais qui était à la tête de notre pays. Et tous les fonctionnaires de l'État partaient au travail et la République continuait d'exister, même si elle était dirigée par des illégaux. Voilà un peu l'attitude qu'il faut avoir. D'un côté, rester conforme à ses principes et à ses valeurs. En tout cas, c'est notre attitude à la FIDOP et c'est mon attitude personnelle. C'est un quatrième mandat. Je le recuse et je le combats jusqu'au bout. Mais en même temps, je ne vais pas cesser d'être fonctionnaire parce qu'il y a des braqueurs à la tête du pays. Autrement dit, et j'en arrive à un exemple auquel nous avons assisté qui malheureusement a fait beaucoup couler de l'encre. Si vous avez des prisonniers politiques, avec qui allez-vous parler pour qu'ils sortent de prison? Comment allez-vous faire pour qu'ils sortent de prison? Vous allez parler avec le bon Dieu? Non. Fussent-ils des bourreaux, vous êtes obligé de parler avec eux. Et si certains appellent ça de la négociation, ça c'est eux qui voient, mais c'est encore abusif que de parler de négociation. Ce sont des pourparlers, ce sont des discussions qui doivent avoir lieu. Ce qui ne veut pas dire que vous devez faire la courbette, parce que je me rappelle très bien, votre confrère de cette info a bien posé une question à son interlocuteur, je parle du directeur des cabinets du président Gbagbo, en disant, est-ce à dire que vous reconnaissez
le pouvoir de M. Ouattara. Il ne s'agit pas de reconnaître, il s'agit de prendre acte qu'ils ont braqué la République, ils sont assis à la tête de la République, mais si vous devez pouvoir puiser de l'eau, c'est comme si quelqu'un a braqué votre village. Il est à la tête du village. Il n'a pas été élu chef, mais il est à la tête du village. Vous allez quand même sortir pour aller prendre de l'eau. Et si la règle, la condition, c'est de dire bonjour au nouveau chef, que vous l'aimiez ou pas, que vous l'ayez élu ou pas, que vous l'ayez choisi ou pas, mais sinon vous n'allez pas boire de l'eau. Sinon vous allez mourir. Voilà. Et lui dit bonjour, ça ne veut pas dire que je m'agenouille et que vous êtes mon Dieu. Ouattara ne sera jamais le Dieu des Ivoiriens. Et les Ivoiriens, en tout cas les 10 fils de la Côte d'Ivoire, ne feront jamais allégeance à M. Ouattara parce que c'est un braqueur d'élection. Et j'ai dit. Ici, en docteur Bouga Sako, vous en avez un peu parlé. Vous étiez d'accord pour ceux qui ont participé aux élections législatives et ceux qui ne sont pas participés. Vous avez aussi, vous étiez un peu aussi d'accord par rapport à ça. Mais au vu de ce qui est en train de se passer, le FPI, le PPACI n'ayant pas donc participé à ces élections législatives, ils n'ont pas du tout de députés, revenir encore discuter ou bien collaborer avec ce gouvernement, est-ce que ça ne serait pas un peu donc trahir un peu ceux qui avaient vraiment voulu aller à ces élections législatives? Je crois que c'est pour cela qu'ils ont, ils ont juste, vite fait, j'allais dire, de corriger et de préciser. Mhm, Voilà. Ils ont vite fait de corriger et de préciser. Et moi, en tant que, c'est-à-dire que d'un point de vue intellectuel, c'est tellement compréhensible ce qui se passe. Mais mhm, pour le commun des mortels, pour nos populations, il faut toujours expliquer. Et donc, je pense que le PPACI du président Gbagbo a eu certainement la pédagogie ou se donnera la pédagogie pour bien expliquer à ses militants et aux Ivoiriens. Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a un responsable en charge des prisonniers d'opinion et donc qui, lui, est en train de chercher les voies et moyens pour que les enfants du pays qui ont soutenu la cause qu'ils défendent soient libérés. Et pour lui, s'il faut rencontrer le ministre de la Justice, rencontrer le procureur, rencontrer le Premier ministre, rencontrer le chef de l'État de fait, président de fait, pour que ces gens-là sortent de prison, je pense que c'est une attitude tout à fait compréhensible d'un point de vue intellectuel. mhm. Toutefois, le parti lui-même réaffirme ses positions. Il réaffirme sa posture qui est qu'il est contre le quatrième mandat et il a été toujours engagé à combattre le quatrième mandat parce qu'il est anticonstitutionnel. Donc, ils l'ont fait. Et moi, je pense que je veux vraiment le redire encore grâce à la question que tu me poses. Je ne veux pas jeter la pierre à ceux qui sont allés à cette élection parce que, comme je le dis, nul n'est détenteur de la stratégie qui doit forcément amener les Ivoiriens à la libération. Chacun y va avec sa lecture, avec sa stratégie. Et quand le PDCI-RDA s'en allait à cette élection, je me suis dit, et si par extraordinaire, le PDCI se retrouvait avec 150 députés ou 200 députés? Aujourd'hui, on n'aurait pas eu le même discours. On leur aurait jamais jeté la pierre. Au contraire, on allait les soutenir pour dire bloquer le Parlement. Parce qu'en bloquant le Parlement, vous pouvez bloquer l'exécutif. Donc, moi, je pense il faut être comme on a tolérant. C'est ce qu'on appelle aussi la démocratie marche avec la tolérance. Il faudrait que, et c'est ce que je cite toujours la formule, cette phrase qu'on a attribuée à Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à mort pour que vous puissiez le dire. Fin de citation. Donc, en démocratie, en politique, il ne faut jamais dire que c'est moi qui ai la vérité, les autres, ce sont des traîtres. Non, il n'y a pas de traîtrise. Chacun pense de bonne foi que par sa stratégie, il peut y arriver. Sauf que ce que nous demandons en tant que citoyens, en tant qu'intellectuels, en tant que critiques, en tant que défenseurs des droits de l'homme, c'est d'être logique. C'est-à-dire qu'il faut être constant. Vous avez braqué, vous avez dénoncé le quatrième mandat, soyez constant jusqu'au bout. Même si, de fait, vous êtes amené à discuter. Discuter, ce n'est pas mourir. Discuter, ce n'est pas se coucher. Et j'ai dit. Merci beaucoup, docteur Bogassako Gervais. Revenons donc à la confirmation, euh, disons, à la confirmation de M.
Beugre Mambé, qui a été donc largement donc, commenté. Selon vous, que signifie cette reconduction, docteur Boga? Alors, cette reconduction signifie beaucoup de choses. Je ne les ai pas listées, mais je vais y répondre pêle-mêle. Je vais citer, donner des cas, voilà, des analyses, des points, des arguments pêle-mêle. Le premier argument qui me vient à l'esprit, c'est que dans la pensée de M. Ouattara, il aurait aimé gouverner avec le cercle restreint RDR. RDR, donc, c'est-à-dire, même quand on dit RHDP, c'est déjà élargi. Mais il aurait aimé même gouverner avec le RDR simplement. Mais il ne peut pas, cher ami. Il ne peut pas parce que ça ferait trop tribaliste, comme ils aiment. Son rattrapage serait trop criant. Son rattrapage serait trop visible. Deuxième élément, tel que les choses, nous les regardons, dans la logique de M. Ouattara, c'est comment faire pour que son petit frère, photocopie Ouattara, advienne au pouvoir après lui. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qu'il voit là, même même dans son cercle de RHDP là, tous les regards qu'il voit là, le jour où il va faire ça, tout son système va s'écrouler. D'abord, les Ivoiriens vont se révolter, la révolte sera immaîtrisable, immaîtrisable. Mais en plus, dans son propre entourage, il sera quasiment vomi. Donc, il préfère ne pas pousser le bouchon trop loin et d'y aller avec si vous voulez, un peu de prudence. De Un prudence. peu de prudence. Regardez, au début, l'idée a circulé selon laquelle il voulait le positionner à l'Assemblée nationale. Et dans son propre entourage, il a vu qu'il y avait une sorte de bras de fer entre ce petit frère-là et un certain Bitogo. Pour lui, c'est tout simple. On calme le jeu. Patrick Hachi sort. Dieu merci. Un fils de la Côte d'Ivoire est sorti là-bas. OK. À la primature, bon, Beugre Mambé, là, il a quand même un certain nombre d'atouts. C'est Mhm. que c'est un fils d'Abidjan. C'est un Bidjan. C'est un débrié. Un fils authentique. Et dans la capitale économique qui fait la force économique de notre pays, tous les parents de la Côte d'Ivoire de ce côté-là comptent sur leur fils. Mhm. Donc, M. Ouattara sait très bien qu'il ne peut pas prendre le risque de se renfermer sur des nordistes à 100% en excluant les autres fils de la Côte d'Ivoire qui, quelque part, ont pris le risque, ont fait des sacrifices pour le suivre. Donc, M. Beugre Mambé va garder son poste. Toutefois, il faut l'affaiblir. Il faut le dépouiller. Parce que moi, j'ai assisté lorsque le Premier ministre s'appelait Patrick Hachi. Depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, quand je reviens d'exil d'ailleurs, c'est M. Patrick Hachi qui était Premier ministre. Dans le gouvernement Ouattara, dans le système Ouattara là. Mais après Ouattara, c'est Ouattara. Je répète, ceux qui savent lire et comprendre, dans la Côte d'Ivoire de Ouattara d'aujourd'hui, après Ouattara, c'est Ouattara. Tous les membres du gouvernement, si vous voyez la considération qu'ils donnent à M. Ouattara, vous vous rappelez lors de leur congrès, lorsque M. Patrick Hachi avait lâché cette bourde-là. Ah oui, mais tu es très populaire. Ce n'est pas très populaire. Tu es très puissant dans le système. Après ton frère, c'est toi. Donc nous autres, à la vérité, nous sommes là pour vous accompagner. Et donc, M. Ouattara le sait. Tout le monde le sait. Et donc, n'ayant pas réussi à le positionner à l'Assemblée nationale, il aurait bien aimé le nommer Premier ministre. Mais vous n'allez pas évincer un fils des bidons et puis positionner votre photocopie. Ça ferait trop gros. Surtout que, n'oubliez pas que quand ils ont déguerpi les gens, les ébriers ont encore cette rancœur-là. Ils ont encore cette colère-là en eux. Il faut peut-être garder leur fils
pour que vous ne voyez pas un matin tous les ébriers se soulever contre le régime Ouattara. Ce serait la perte de ce régime-là. Donc moi, je pense que stratégiquement, il a préféré garder le Premier ministre Bégué Mambé, mais il faut l'affaiblir, il faut le mettre en ballottage avec le petit frère, donc le Ouattara bis. Et c'est là où ça pose un problème d'un point de vue constitutionnel, d'un Monsieur, point de vue juridique, politique même, avec ce poste qu'on a inventé encore une fois. je reviendrai tout à l'heure à ce poste, mais avant de revenir à la nomination de son frère, puisque vous avez parlé de Patrick Kachi tout à l'heure, euh, la question que je vais vous poser, docteur Sako, je crois que vous avez déjà répondu la semaine dernière. Patrick Kachi fait son donc retour dans une architecture, disons, gouvernementale. Comment, selon vous, interprétez-vous cette nomination? Est-ce un recyclage politique, un repositionnement stratégique ou un vœu de dépendance à un cercle, disons, restreint, selon vous? Moi, je pense que dans le système Ouattara, l'Assemblée nationale ne joue pas un grand rôle. L'Assemblée nationale n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire que tout ce que M. Ouattara veut, il téléphone au président de l'Assemblée nationale, cela est exécuté. Depuis toujours, d'ailleurs, celui qui était là avant Bitogo, vous vous rappelez, paix à son âme, je ne me rappelle plus son nom. Avant Bitogo, c'était pareil, c'était un classique du RDR. Après, Bitogo est venu. Qu'est-ce que Bitogo peut se permettre de refuser à M. Ouattara? Donc, aujourd'hui, Patrick Kanchi, encore, c'est-à-dire que ce qui était déplorable, c'est vrai, que quand on a un leader, on doit lui accorder tous les honneurs et tout le respect, mais en face, si vous n'êtes pas capable d'émettre un avis ni une critique, c'est que c'est même pas la peine, c'est un gourou. Et vous n'êtes que des sujets. Quand j'ai étudié un peu le fonctionnement des différents partis politiques, même au PDCI encore, même au PDCI, il y avait encore même de temps en temps quelques graissements de dents et quelques oppositions en interne. On a vu Kakabe ici défier, paix à son âme, le dinosaure, le sphinx de Daoukro. On a vu Kakabe le faire. Donc, en face de Bédié, il y a eu d'autres candidatures. Vous avez déjà vu un candidat en face de M. Ouattara au RADP? Ça peut exister? C'est un rêve, Non. un rêve. Ouattara est un demi-dieu. Mhm. Et c'est pour ça que le bouffon du régime qui disait tantôt que quand tu es candidat, c'est dans ta chambre que tu le dis là. C'est-à-dire qu'avec Ouattara, il ne faut jamais exprimer ce que tu penses. Et ça m'a amené à regarder ce que M. Bitogo avait dit sur France 24. J'ai lu la vidéo, je l'ai relue. Au fond, qu'est-ce qu'il avait dit de mal? Le monsieur avait dit quoi de mal? Le journaliste lui demande, est-ce que vous-même là, vous seriez prêt? Il dit, mais moi, je suis un sujet de M. Ouattara. Un S'il homme de... m'envoie en mission, je serai prêt. C'est Au ça. fond, il n'avait rien dit, M. Bitogo. Mais ça a suffi pour le crucifier, peut-être parce que ce propos-là a fâché sans doute la photocopie ou certaines personnes qui ont estimé que, ah oui, il se permet. Non, mais qui n'est pas présidentiable? Est-ce que c'est un crime que d'avoir des ambitions? C'est tout à fait légitime. Mais en même temps, vous dites que j'ai des ambitions, mais je suis soumis à mon patron, à un responsable. En gros, c'est ce qu'il avait dit. Mais non, c'est un crime de lèse-majesté. Docteur Boga, surtout avec ce que vous êtes en train de dire, quand le frère de M. Ouattara avait dit que si M. Ouattara est là, c'est à cause de l'incompétence des Ivoiriens. Est-ce qu'à votre avis, il ne faisait pas allusion au RDR devenu RHTP quand on voit qu'aujourd'hui, les cadres émérites de RHTP sont donc des anciens cadres du PDCI-RDA? Qu'en pensez-vous, docteur Boga? Non, en pensant à ce propos, je pense à lui-même son incompétence. Parce que moi, je ne peux pas. Non, 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 moi, je ne peux pas. J'ai écouté ce propos-là, c'est-à-dire, je n'ai pas voulu revenir là-dessus, mais quand vous me posez la question et vous savez que je suis quelqu'un de franc et Hmm. d'honnête, je vous dis ce que j'ai sur le cœur et dans mon esprit. Vous ne pouvez pas traiter des Ivoiriens d'incompétents. C'est pour ça que M. Ouattara est à la tête de notre pays.
peut-être que c'est vous-même qui êtes incompétent. Parce que nous avons des parcours qui sont tout à fait clairs. Hein. Nous avons étudié dans notre pays et c'est tout à fait transparent. Voilà. Et on n'a rien à se reprocher. La Côte d'Ivoire a formé des cadres depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et même avant l'indépendance, ils sont allés se former en Occident pour diriger notre pays. Donc la Côte d'Ivoire a de la compétence. Mais on n'est pas suffisamment fort dans les braquages électoraux. On n'est pas suffisamment fort dans la violence politique. On n'est pas suffisamment fort dans la prise des armes pour atteindre des objectifs politiques. Non, les Ivoiriens ne sont pas forts dedans. Et c'est là où M. Ouattara a fait la différence. Et c'est pour cela que dans la nouvelle Côte d'Ivoire, c'est vrai que nous ne deviendrons pas des braqueurs parce qu'on ne va pas suivre ce monsieur dans le mauvais exemple, mais on doit quand même être assez vigilant. Je pense que le père fondateur n'avait pas suffisamment mis l'accent sur l'armement parce qu'il ne pensait jamais que les coups d'État auxquels nous assistions autour de nous arriveraient en Côte d'Ivoire. Hélas, hélas, nous l'avons vécu. Donc, je reviens sur ce propos-là pour dire, on connaît les premiers cadres de la Côte d'Ivoire, ils sont au PDCI, parce que c'est le premier parti dans lequel nous tous on a été formés. Moi-même, à un moment donné, j'ai été membre du MESI, au lycée scientifique de Yamoussoukro. J'ai été membre du bureau du MESI. Et après, on a été formés encore, encore et encore. Donc, les opposants au PDCI RDA, qui se trouvait le PIT ou le FPI, ce sont encore des universitaires, des cadres du pays, des cadres bien formés qui se sont opposés à Houphouët-Boigny. Donc, en Côte d'Ivoire, là, on n'est pas des nullards, nous sommes des cadres. Et dans la sous-région aujourd'hui, quand on regarde toute l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest particulièrement, au début, c'était les cadres, les premiers cadres, c'était les Béninois, un peu les Béninois, les Sénégalais. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est présente un peu partout dans toutes les rencontres universitaires, au CAMES, etc., les Ivoiriens. Donc, on ne peut pas dire que M. Ouattara est à la tête de notre pays parce que nous sommes incompétents. Oui, nous ne sommes pas capables de prendre les armes dans la politique. Ça, on n'est pas fort dedans. Et c'est là où vous avez réussi. Merci Et beaucoup. je... On va nous amener donc à parler donc du frère donc du président, vice-président, vice-premier ministre. Alors, la question que je vais poser, docteur, que je vais vous poser, hein, docteur, la nomination de M. Ibrahima Ouattara, frère cadet du président, au poste inédit hein, donc de vice-premier ministre, a surpris plus d'un un observateur, je pense que peut-être que vous-même aussi, d'un point de vue institutionnel et, disons, démocratique. Comment analysez-vous cette création donc, de postes? Non, ça pose problème. Au plan institutionnel et au plan politique, ça pose problème. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que ce soit son petit frère qu'il nomme et tout ça. On a déjà vu ça ailleurs. On a vu ça aux États-Unis. Oh, ça existe un peu partout. Le fait qu'un président nomme son petit frère, son parent, son cousin, un ministre dans son gouvernement, ça, c'est pas nouveau. Le problème, c'est que il faut que tout cela soit encadré par la loi. Il faudrait que tout cela, pour clarifier les choses, il faudrait que cela soit encadré par les institutions, par les règles de la République. Cher ami Jacques Roger, nous sommes plus ou moins de la même génération. Lorsque Houphouët a voulu créer le poste de Premier ministre, il a bien fait une révision de la Constitution. Le Parlement a voté une disposition et ça a permis, quelques 2 jours après, le président Houphouët a nommé. C'est-à-dire qu'en procédant ainsi, ça témoigne de la part du dirigeant du respect qu'il a pour le peuple. Parce que, cher ami, les postes que vous créez là, on va les payer avec l'argent de qui? On va payer ces personnes avec l'argent du peuple. Donc, par respect pour le peuple, il faut informer le peuple. Informer le peuple, c'est-à-dire que soit on modifie la Constitution, s'il s'avère que ce poste va avoir une connotation assez forte qui va bouleverser l'échiquier institutionnel du pays, ou alors, à tout le moins, on procède par décret. On crée le poste par décret, puisque la Constitution dit déjà que le président de la République est le chef du gouvernement, il nomme les membres du gouvernement.
Et puis, en tout état de cause, nous sommes dans un régime présidentiel ou semi-présidentiel dans lequel il n'y a que le président de la République seul qui rend compte au peuple. On n'est pas encore vraiment ailleurs où on doit pouvoir, les ministres peuvent rendre compte, parce qu'on ne vote pas les ministres. Même le vice-président, même, il n'est même pas élu. C'est M. Ouattara qui nomme. Donc, de notre point de vue, cette fonction-là, avant de la rendre publique, le président aurait pu prendre un décret et puis informer les Ivoiriens en créant le poste de façon à ce que cette personnalité-là soit au moins bien vue, ne serait-ce que pour elle-même. C'est pas la première fois, il y avait déjà eu la nomination des ministres gouverneurs. Est-ce que là, il y a Oui, une violation donc des lois, selon vous? mais évidemment, il y a une violation des institutions, ça fragilise les institutions. C'est-à-dire que ce sont des institutions qui fonctionnent selon la tête du client, selon la volonté du gourou, selon la volonté du dirigeant. Il avait même créé aussi le représentant du président de la République. Bon, je ne comprends pas. Il y a un vice-président de la République. On nomme encore quelqu'un représentant du président de la République. Ça veut dire quoi? Et tout ça, c'est budgétisé. Et tout ça, c'est de l'argent que nous payons. Donc, l'analyse que nous faisons aujourd'hui, c'est que la Constitution n'interdisait pas que le président soit président d'un parti politique. M. Ouattara a sauté sur l'occasion, il a sauté sur l'ouverture pour devenir président du RDR, président du RHDP. Ce n'est pas bon pour la démocratie et ça fragilise notre République. Aujourd'hui, il vient créer un poste et dans lequel, puisque ce n'est pas institutionnalisé, puisque ce n'est pas, il n'y a pas de texte, il va créer là un conflit de compétences entre ce Premier ministre, ce vice-premier ministre et le Premier ministre existant. Parce que le Premier ministre, il a ses fonctions définies dans la Constitution, dans les textes. Mais le vice-premier ministre, ça sort d'où? Est-ce qu'on peut Or, parler, par boutade, est-ce que c'est un premier ministre stagiaire? Est-ce qu'on peut le dire? ouais, peut-être un Premier ministre stagiaire, mais qui, dans la pratique, est Oui. plus puissant que le Premier ministre réel. En fait, c'est ça le problème aujourd'hui. Il n'était même pas nommé Premier ministre, qu'il avait déjà du pouvoir. C'est pas pour rien qu'on lui a donné le ministère de la Défense. Donc, vous voyez que et ça fragilise la République. C'est pour ça que quand M. Ouattara sera plus là, toutes ces analyses que nous faisons là, vous allez voir que on ne sera plus les seuls à les sortir. Beaucoup de cadres qui le savent et qui sont d'accord avec, mais qui se taisent parce qu'ils sont dans le régime. Sinon, très vite, les encagoulés vont les visiter. En résumé, en clair, c'est que M. Ouattara fait ce qu'il veut. Il braque les élections, il braque les institutions, il braque les lois, il instrumentalise la justice comme il veut, il fait ce qu'il veut en fait. Est-ce Ce que n'est pas digne on peut d'un parler donc, président d'une république. est-ce qu'on peut parler donc d'une personnalisation donc du pouvoir, voire de j'allais dire, dynastie, je ne sais pas si ça se dit, Oui, la dynastie, oui, une dynastisation dynastie. rampante Non, voilà, de l'État. non, mais avec M. Ouattara, c'est une sorte de totalitarisme. C'est-à-dire que le pouvoir se résume à Ouattara. C'est pour cela que même ceux qui sont ministres aujourd'hui, cher ami, vous vous rappelez encore de cette image-là, où les ministres jubilaient lorsque M. Ouattara a dit qu'il va faire le quatrième mandat. C'est-à-dire que c'est comme si M. Ouattara, là, vous l'enlevez, le système se croule. Mhm, mhm. Voilà, donc, je peux comprendre en faisant cette analyse-là, je souris un peu, parce que je peux comprendre pourquoi il a cette longévité, parce que tous les ministres l'ont pris pour lui. Ils prient, ils jeûnent pour lui. Ils font les sacrifices chez les marabouts pour lui tous les jours. Parce que le jour où M. Ouattara n'est plus là, eux tous là, ils sont par terre. Puisqu'il n'y a personne qui peut oser se présenter devant les Ivoiriens comme étant légitime. Et donc, M. Ouattara devient un peu le gourou qui mettait le système, qui donne les ordres, et tout le monde obéit. Donc, voilà un peu ce que j'ai pu dire sur le régime Ouattara, qui, à la vérité, ne se résume qu'à Ouattara. Et c'est pour cela qu'il souhaiterait qu'après Ouattara, règne un Ouattara. Mais ça, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est un autre débat. On y reviendra. Merci beaucoup, docteur Bogassako. On va aller un peu très rapidement. On va parler un peu donc du PDCI-RDA et surtout donc de l'opposition, hein. Une seule question. Pendant que donc le pouvoir se structure, se verrouille, hein, l'opposition, elle semble traverser donc des turbulences, notamment au PDCI-RDA.
Selon vous, ce que nous observons aujourd'hui au PDCI-RDA révèle-t-il donc d'une crise profonde ou plutôt donc d'une crise de transition et de dialogue après donc le décès du président Henri Konan Bédié? Non, moi je pense que ce qui se passe au PDCI aujourd'hui, c'est très profond. C'est-à-dire que l'arrivée du président Tidiane Thiam à la tête du PDCI a dérangé certains et dérange toujours certains Mhm, qui ne l'ont jamais accepté, mhm, mais qui jouent le jeu, qui ont toujours joué le jeu. Et même quand il fait des choix stratégiques, ces personnes n'adhèrent pas. Voilà. Donc, tapis dans l'ombre, elle soutenait un peu cette militante qui a traduit pratiquement le président en justice pour le traîner partout, etc. Donc, tout c'est ce qui se révèle aujourd'hui. Et pour moi, je ne suis pas surpris, mais il appartient aux anciens du parti de prendre position de façon claire. Si vous soutenez le président Tidiane Thiam, parce qu'il a été élu à plusieurs reprises au cours d'un congrès, il n'a pas corrompu les gens, il n'a pas, à l'époque, le PDCI le faisait, vous rappelez-vous, quand mhm. les congrès avaient lieu, les gens étaient un peu soudoyés, un peu, voilà, il n'a pas été question de cela. Il a été soutenu par le parti dans une écrasante majorité. Et moi, je pense que s'il y a des contradictions, souvent aussi, c'est ça la démocratie. Vous exprimez vos contradictions au cours d'un bureau politique, en assemblée, mais quand vous êtes battu, vous vous taisez et vous laissez le président conduire son mandat. Et si vous voulez vous préparer pour l'attendre au prochain congrès pour pouvoir l'attaquer. Mais en mi-chemin, parce qu'on sort d'une élection présidentielle qui a été difficile, après des élections législatives qui ont été encore difficiles, venir là, créer des groupes, des clans, s'attaquer, vous affaiblissez. Ce n'est pas le président Tidiane Thiam que vous affaiblissez, c'est le parti que vous affaiblissez. C'est le PDCI que vous affaiblissez. Déjà que vous êtes aujourd'hui à la moitié des députés que vous aviez lors de la précédente législature, je pense que le moment est bien choisi pour vous retrouver en conclave, laver le linge sale en famille, faire les critiques qu'il faut, faire les réglages qu'il faut, parce que chaque fois, ce sont des batailles. La présidentielle était une bataille, les législatives, une autre bataille, mais le combat n'est pas perdu, la guerre n'est pas perdue. Il faut réarmer, il faut se réinventer plutôt que de s'attaquer, plutôt que de se dissocier, plutôt que de se diviser. Un peu comme on est en train de l'entendre sur les réseaux sociaux où il y a deux groupes parlementaires, des choses comme ça. Ce n'est pas digne du PDCI que nous avons toujours connu. Merci beaucoup, docteur Boga Sako Gervais. Avant de vous laisser partir, docteur Boga, parlons un peu donc du volet judiciaire. Docteur Boga, comment analysez-vous donc l'emprisonnement du maire donc, de Lakota? S'agit-il, Oui. selon vous, hein, donc d'une application normale de la loi ou d'un signal politique adressé aux élus locaux dans un contexte actuel? Non, je pense que le régime Ouattara est dans sa même logique. Et ça, c'est à l'opposition. C'est pour ça que les divisions là n'arrangent pas à l'opposition. Je, j'ai une pensée assez forte pour mon compatriote et frère Prince Arthur Dali, maire de Lakota, qui a été là convoqué, qui est allé rencontrer le juge, je crois, du 8e cabinet. C'est la section antiterroriste qu'ils ont créée là. Et Mhm. puis, bon, il a été immédiatement écroué. Et je crois que dans cette semaine-là aussi, qui débute là, le jeune Jean-François Kwasi va aussi être. Tout ça, ce n'est pas beau pour le régime Ouattara. Je pense que après la présidentielle difficile et après les législatives, M. Ouattara veut régler les comptes. Il veut couper des têtes. Donc, après Damana Picasse, aujourd'hui, ça va être Prince Arthur Dali. Demain, on ne sait pas à qui le tour, etc. On est fatigué un peu de tout cela. Mais ce régime-là, il est ce qu'il est. C'est pour cela que moi, qui suis attaché aux droits de l'homme et à la démocratie, je rêve d'un état de droit. Et je voudrais qu'on sorte de ce régime de quatrième mandat qui n'est qu'un régime violent, un régime de règlement des comptes, un régime d'emprisonnement à tout va, un régime d'encagoulé, un régime antidémocratique. Je suis vraiment désolé, mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup d'espoir. Je sais que jusqu'au bout, ce régime-là, il ne va pas survivre.
Et j'ai dit, Merci beaucoup, docteur Bogasako. La toute dernière question, permettez-moi d'abord. L'ONU a promis de se prononcer sur le cas de M. Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo ce mois-ci et le mois prochain, je pense très bien. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose, disons, d'extraordinaire? ah oui, si l'ONU veut être conforme, Mhm. si l'ONU veut être conforme aux principes qui ont fondé quand même l'ONU, parce que l'ONU a des instances et le comité des droits de l'homme qui est devant lequel les présidents Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo ont, ont, ont convoqué le régime Ouattara, c'est une instance des Nations Unies. Donc, les Nations Unies ne peuvent pas fermer les yeux sur les braquages électoraux. L'ONU ne peut pas se taire là-dessus. Et donc, je pense qu'en toute lucidité, l'ONU devait pouvoir se prononcer sur la façon dont M. Ouattara a braqué le pouvoir en 2025 en écartant ses candidats potentiels et farouches pour se faire le lit tranquillement et s'imposer. Et je pense que l'ONU doit savoir que c'est en refusant de dénoncer les violations constitutionnelles que l'on aboutit à des coups d'État militaires. Et c'est ça que l'ONU doit pouvoir prendre en compte. Aujourd'hui, la CDAO est vomi parce que la CDAO n'a jamais su régler les problèmes en amont et en aval. Elle vient faire des arrangements. L'ONU doit éviter cette voie-là. Nous espérons que l'ONU saura dire la vérité et proposer des voies et moyens pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie avec elle-même et que nous puissions aller de l'avant. Et j'ai dit, Beaucoup, docteur Bogasako Gervais. Surtout, portez-vous bien. Votre mot d'espoir avant de partir. Un dernier mot? moi, j'ai foi en la Côte d'Ivoire de demain. Je Mhm. crois que tout ce quatrième mandat n'ira pas jusqu'à son terme et que les Ivoiriens, à un moment donné, verront que trop, c'est trop parce qu'on ne peut pas vivre dans la dynastie où M. Ouattara I est en train de faire le lit à un Ouattara II. Moi, j'ai beaucoup d'espoir et je voudrais que les Ivoiriens soient aussi beaucoup dans l'espérance, dans l'espoir, parce que c'est notre pays. Et j'ai dit, Merci beaucoup, docteur Bogasako Gervais. Et surtout,